Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Voici à présent les titres de ce journal. Au Burkina Faso, l'opposition politique et la société civile rejettent la prise en main du pouvoir par l'armée au lendemain du départ de Blaise Compaoré. Elles appellent à manifester en forme de réponse au choix du lieutenant-colonel Zida. Les Nations Unies ont baptisé la journée du 2 novembre, journée internationale pour mettre fin à l'impunité et crimes contre les journalistes. Cet anniversaire est l'occasion de se pencher dans ces pays où l'exercice du métier de journaliste est extrêmement dangereux. Voilà pour les titres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le président Blaise Compaoré et ses proches ont été accueillis en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce samedi à la présidence ivoirienne. Je vous propose à présent d'écouter le ministre Marcel Lamontano, directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République et le gouvernement suivent avec une attention particulière l'évolution récente de la situation politique au Burkina Faso, pays frère avec lequel la Côte d'Ivoire partage une frontière commune et des liens séculaires de fraternité et de solidarité. Le président de la République présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Le président de la République informe le peuple ivoirien, les populations vivant en Côte d'Ivoire ainsi que la communauté internationale que le président Blaise Compaoré, sa famille et ses proches ont été accueillis en Côte d'Ivoire. Très préoccupé par la crise que traverse le Burkina Faso, le président de la République forme le vœu que ce pays frère renoue dans les meilleurs délais avec la paix et la stabilité. Fait à Abidjan le 1er novembre 2014 pour le président de la République, le ministre directeur de cabinet. Je l'annonçais en titre au Burkina Faso, l'opposition politique et la société civile rejettent la prise en main du pouvoir par l'armée au lendemain du départ de Blaise Compaoré. Elle se donne rendez-vous à Ouagadougou, place de la Nation, rebaptisée place de la Révolution. Manifestation en forme de réponse au choix du lieutenant-colonel Isaac Zida, finalement retenu par les militaires comme chef de la transition. Verdict, l'opposition souhaite que la transition soit démocratique et civile. La victoire issue de l'insurrection populaire appartient au peuple et par conséquent, la gestion de la transition lui revient légitimement et ne saurait être en aucun cas confisquée par l'armée. L'opposition appelle à un nouveau rassemblement sur la place de la Nation à Ouagadougou ce dimanche à 8h du matin heure locale. Cette place en plein cœur de la capitale a été l'épicentre du mouvement qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir qu'il occupait depuis 27 ans. Avant les déclarations de l'opposition ce samedi, l'armée burkinabé a officialisé la nomination du lieutenant-colonel Isaac Zida pour conduire un régime de transition, mais les militaires restent flous sur la suite des événements. Cette période de transition, dont la forme et la durée seront déterminées ultérieurement, de concert avec toutes les composantes de la vie nationale, interpelle l'accompagnement de tous les citoyens de notre pays et de la communauté internationale. Zida, 49 ans, ex-numéro 2 de la garde présidentielle, se disputait le pouvoir avec le chef de l'état-major des armées, le général Nabéré Honoré Traoré. Mais en signant le communiqué qui consacre son rival, Traoré accepte de lui laisser la place. En attendant, un certain calme est revenu dans les grandes villes du pays. À l'appel du mouvement baptisé Balai citoyen, des opérations de nettoyage des rues ont également commencé. L'heure est désormais au bilan. Après le pillage, le saccage des lieux du pouvoir. Ravagé par les flammes, saccagé, il ne reste plus grand-chose de l'Assemblée nationale burkinabé. Au sol, il n'y a que des débris. L'hémicycle est à peine reconnaissable, détruit par les manifestants en colère contre le régime de Blaise Compaoré. Un à un, les symboles du pouvoir ont ainsi été dévastés, mis à terre, comme ce luxueux hôtel du centre-ville. Voilà, ici c'est l'accueil qui est là, vous voyez. Il a eu le tort d'accueillir les députés de la majorité. Peut-être que des auteurs ont refusé, mais comme eux, ils ont accepté de les héberger, c'est une complicité quoi.
Sans exception, toutes les chambres ont été visitées. La colère des pilleurs a tout emporté. Mais c'est cette maison qui est au cœur des curiosités. La foule se bouscule. C'est là que vivait François Compaoré, le frère du président déchu. Vraiment, aujourd'hui, c'est un jour de la vérité. Ce qu'on est venu trouver ici, c'est pas possible. On est rentré dans le sous-sol, on a vu des habits des enfants avec des sangs partout. Vraiment, sacrifice humain. Sur les murs, il y a des traces de sang. Une forte odeur se dégage. Certains disent avoir retrouvé des restes humains dans la fosse. Au lendemain de la chute de Blaise Compaoré, les biens de ses proches sont piétinés. Banques, immeubles, magasins, ils ont tous connu le même sort. Alors on est en train de nettoyer, comprenez le symbole, on est en train de nettoyer le pays, la ville, pour la débarrasser de toutes ces impuretés. Comprenez par impureté tout ce qui va contre les principes basiques de la démocratie. Sur ces ruines, les Burkinabés vont désormais devoir tout reconstruire. Nous poursuivons avec l'actualité. Il y a exactement un an, nos confrères d'RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, étaient assassinés à Kidal dans le nord du Mali après avoir été kidnappés. La journée du 2 novembre est baptisée par les Nations Unies, journée internationale pour mettre fin à l'impunité et crimes contre les journalistes. Une bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a été créée. Elle va être décernée. Objectif, récompenser un jeune journaliste et un technicien. Cet anniversaire est l'occasion de se pencher dans ces pays où l'exercice du métier de journaliste est extrêmement dangereux. Et la Turquie détient le triste record du nombre de journalistes emprisonnés ou menacés et parfois même contraints à l'exil. Aydın Engin est éditorialiste au grand quotidien de gauche, Cumhuriyet. En 40 ans de carrière, ce journaliste turc a été condamné à de la prison ferme, contraint à l'exil et a reçu des centaines de menaces. Mais il y a un mois, un courrier lui a fait prendre conscience pour la première fois d'un risque réel d'assassinat. C'est la première fois que je reçois une menace concrète par la poste. Ça a été clairement envoyé par un professionnel. Vous pouvez faire des tests ADN quand quelqu'un lâche l'enveloppe, mais il n'y a pas d'ADN. Il n'y a pas d'empreinte, sauf les miennes. Cette lettre, la voici. L'écriture semble être celle d'un enfant. L'identification des auteurs est ainsi rendue quasi impossible. Rares sont d'ailleurs les crimes visant les journalistes totalement élucidés dans une Turquie à l'histoire ponctuée de coups d'État. Au pouvoir depuis 12 ans, le gouvernement islamiste a certes réduit les pouvoirs des militaires, mais il a imposé une nouvelle forme de censure selon les défenseurs de la liberté d'expression. Le tabou des années 90, c'était le militarisme. Et le gouvernement très jacobin, comme on dit à Ankara. Aujourd'hui, ce sont plutôt les pratiques liées au gouvernement, la corruption, les valeurs religieuses. Mais pour Aydın Engin, hors de question de se laisser intimider. À 73 ans, ce journaliste passionné entend bien poursuivre ses écrits, quel que soit, dit-il, le prix à payer. Virus Ebola, au Libéria, la maladie évolue de moins en moins vite. Une évolution positive dans le pays le plus touché par le virus. Les autorités ont ouvert ce samedi à Monrovia, la capitale, un nouveau centre de traitement. La présidente Ellen Johnson Sirleaf a insisté pour l'occasion sur l'importance des liens avec la communauté internationale. Je vous propose à présent de l'écouter. Nous attendons avec espoir le jour où les avions reviendront, les entrepreneurs reviendront et les opérations recommenceront. Nous espérons qu'en travaillant avec nous, il y aura un lien durable d'amitié entre vous tous, vous qui êtes venus pour être avec nous, et qu'ensemble nous puissions marcher vers l'avenir quand l'épidémie d'Ebola aura été stoppée, et que l'on puisse se dire « Nous l'avons fait, nous avons vaincu ». Dans le reste de l'actualité, Rabat, la capitale du Maroc, accueille ce week-end la 37e conférence de l'Union parlementaire africaine. Une conclave qui réunit les parlementaires de l'ensemble du continent. Au centre des travaux de cette session, la lutte contre le terrorisme et le développement économique. Deux défis importants à relever pour l'ensemble des pays africains.
L'Union parlementaire africaine, créée en 1976 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, appelle ses membres à unifier leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Un mot de culture avant de refermer cette édition. Culture et développement, tel est le thème du forum sur la consultation nationale ouverte ce samedi à Bamako. Il s'agit d'intégrer le volet culture dans le développement durable du Mali. Aminata Mariko et Moussa Bari y étaient. Ces forums s'inscrivent dans le cadre de l'adhésion du Mali à la réflexion à grande échelle sur la priorité de l'agenda de développement qui, à l'horizon 2015, doit succéder aux objectifs du millénaire pour le développement OMD adoptés par la communauté internationale en 2000. Le Mali fait partie des 5 pays choisis pour l'activation de cette consultation afin de recueillir et d'analyser des visions, idées et orientations concernant le lien entre la culture et le développement durable, ainsi que de formuler des recommandations à cet égard pour l'agenda de développement durable post-2015. Si le Mali a été choisi, c'est aussi parce que c'est le seul pays auquel le Conseil de sécurité a reconnu le rôle de la culture comme élément de réponse aux causes profondes du conflit que le pays a connu. Les participants à ce forum ont donc l'opportunité d'approfondir la contribution entamée depuis août dernier. Au Mali, nonobstant la part considérable de la culture dans le budget, les derniers chiffres du secteur montrent l'incidence de la crise sur l'économie. L'apport de la culture au produit intérieur brut du Mali était de 2,38% en 2007 et le secteur employait 5,8% de la population active qui était globalement estimée à 2,5 millions. Le Mali a donc des arguments et des ressources pour faire de sa culture une véritable locomotive pour son développement économique dans un contexte de sortie de crise. La culture est l'une des principales ressources sur lesquelles puisse s'appuyer le développement. Le ministre malien de la Culture a fait état de sa satisfaction quant à la reconnaissance internationale du rôle du secteur pour le développement durable. C'est la manifestation d'un engagement résolu à placer la culture au cœur des politiques et stratégies de développement à l'ultime étape de l'agenda post-2015. Notre pays se réjouit d'apporter sa modeste contribution à ce processus, en abritant une des 5 consultations nationales lancées par le secrétariat post-2015 sur le thème de la culture et du développement durable. Au cours de la journée, les participants ont planché sur les thèmes culture, environnement et changement climatique, réduction de la pauvreté, inclusion et réconciliation nationale. Ce processus de consultation nationale est mené dans le cadre de la réflexion sur la relation entre culture et développement durable et coordonné par l'UNESCO, le PNUD et le FUNIAP en étroite collaboration avec le ministère malien de la Culture. Voilà un reportage signé Moussa Bari et Aminata Mariko. N'oubliez pas la suite des programmes. Vous retrouverez à 19h GMT Kolsia Ngarsou et ses invités dans le débat du dimanche et juste après à 20h GMT l'édition du soir avec Albertine Dotsey. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.